C'est une première pour nous, un défilé intersyndical CGT, FSU solidaire et les Gilets jaunes. Et les retraités et les intermittents. Donc je vais le redire pour les prises de parole. Donc pour l'intersyndicale, c'est Flora qui va nous lire le discours fait en commun. Et puis pour les intermittents, ce sera Benoît. Renan, pardon, je me trompe. Pour les Gilets jaunes, Framboise. Et j'oublie. Et Johan pour les lycéens. Je ne sais pas où il est, Johan. Je ne sais pas s'il entend. Il est au fond, là-bas. Donc, je vais vous décrire un peu le parcours. Donc, blocage du rond-point du Valis, c'est la première étape. Et puis ensuite, nous allons remonter par la rue de la Trinité. Donc, ça va parler aux Guingampais, pas trop aux Lagnonnais. Et puis, nous emprunterons la rue de la Métairie. Nous stationnerons au rond-point de Kerolo, où nous serons, je pense, vers 11h30. Et ensuite, nous rejoignons le boulevard de l'Armor vers le rond-point de Bellevue. Nous bloquerons le rond-point qui rejoint le carrefour de la RN2 et la rue du Petit Paris. Tout cela à l'heure de midi. Donc pourquoi ce choix? Parce que c'est la zone des entreprises de Guingamp et qu'effectivement nous avons souhaité être visibles sur cette zone. Donc je vais passer la parole à Flora. Oui. Donc je vais te le tenir. Non, mais Alors, chers et chers camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rappeler à Macron, au gouvernement et aux élus, La République en marche, à l'Assemblée nationale, que nous n'acceptons pas leur attitude et leur réponse devant l'urgence sociale qui nous réunit et qui nous pousse à la mobilisation. Pas plus que nous n'oublions leur mentor, le MEDEF. Nous sommes aujourd'hui ensemble, tous ensemble, pour crier haut et fort nos exigences de justice sociale, de justice fiscale, de démocratie, de solidarité et de fraternité. Les soulèvements citoyens et syndicaux ne sont pas le propre de la France. D'autres pays d'Europe se mobilisent, d'autres pays dans le monde se mobilisent. Quelqu'un a dit « Tant qu'un homme pourra mourir aux portes du palais, il n'y aura plus rien de stable dans nos institutions. » Eh bien oui. Tant qu'il n'y aura pas de partage des richesses à l'échelle mondiale, nos civilisations seront instables et connaîtront des périodes de soulèvement, comme celles que nous connaissons depuis plusieurs années. Et ce n'est pas la fuite en avant vers une financiarisation exacerbée de l'économie qui va améliorer les choses. Ce n'est pas la finance qui sauvera notre planète de la catastrophe écologique, ni de ses conséquences sociales sur la partie la plus pauvre du monde. Si nous nous arrêtons à l'échelle de la France, nous sommes le troisième pays au monde versant le plus de dividendes aux actionnaires. Est-il normal de payer un patron du CAC 40 plus de 250 fois le SMIC? En même temps, nous sommes le pays où les salaires stagnent. Ils sont toujours sous le niveau d'avant la crise de 2008. Nous sommes le pays où, avec nos impôts et cotisations, l'État français et les collectivités locales consacrent 230 milliards d'euros par an d'aide et d'exonération fiscale et sociale, en pariant sur le fait que les employeurs créeront des emplois sans aucun contrôle ni mesure coercitive, et pourtant le chômage augmente. Nous sommes le pays où la fraude et l'évasion fiscale représentent 80 milliards d'euros par an. Si cette somme était recouvrée, elle permettrait de développer des services publics de proximité, de qualité. Pour exemple, Engie a transféré 27 milliards d'euros au Luxembourg pour réduire son imposition. Nous sommes le pays où le bénéfice des entreprises du CAC 40 ont atteint 94 milliards d'euros en 2017. Sur 100 euros de bénéfice, seuls 5,30 centimes vont aux salariés. 5,30 centimes. Nous sommes le pays qui supprime l'impôt sur la fortune, alors qu'il n'était déjà que symbolique. Nous sommes le pays où les assistés ne sont pas ce qu'on croit. En effet, les allègements fiscaux et sociaux annuels n'ont cessé de croître.
Avec 101 milliards d'euros cumulés en 4 ans, l'assistanat aux entreprises, dont profitent surtout les plus grands, bat tous les records. L'État-providence fonctionne très bien, mais pour le patronat. Nous sommes le pays où la fiscalité dite écologique sert de prétexte au financement de la transition énergétique. L'année 2019 sera l'année de double peine. Augmentation des impositions les plus injustes et baisse du financement de la sécurité sociale par le transfert du CICE en allègement de cotisations sociales. Nous sommes le pays qui détruit son service public et l'empêche d'assumer ses missions d'égalité, d'accès, de traitement et de gratuité. Si Macron manque d'idées, avec son grand débat, nous lui en glisserons quelques-unes pour notre territoire. L'argent public doit être investi dans les services publics de qualité pour répondre aux besoins sociaux des populations, sur tout le territoire, en garantissant l'égalité d'accès à toutes et à tous. Nos hôpitaux de Guingamp, de Lannion, de Bégard, nos EHPAD et nos services d'aide de soins à domicile vont mal. C'est cette réalité qui se cache derrière la politique d'austérité qui a réduit le déficit de la sécurité sociale. Il nous faut rassembler et donner un avenir à la défense de l'hôpital, à la défense des conditions de travail des agents et à la défense de notre système de santé. Nos enfants doivent pouvoir continuer à naître à Guingamp. Nous ne voulons pas d'usine à bébés. Et oui, il faut une prise en charge humaine, proche de nos lieux de vie. Ensemble pour nous, nos parents, nos enfants et nos futurs enfants. Nous devons nous battre pour une protection sociale solidaire de haut niveau, incluant la gratuité des soins selon l'exigence de chacun, selon ses besoins à tout moment de sa vie. Un système de santé de qualité et de proximité. Une reconnaissance des difficultés du personnel lors des prises en charge à domicile. La spécificité de la psychiatrie et son manque de moyens. Les services publics, c'est aussi l'éducation. Cela passe par un système éducatif qui permette à tous les enfants et étudiants d'apprendre, quels que soient les revenus des parents. L'arrêt de la remise en cause du droit à l'avenir des jeunes, par l'instauration d'une sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur, la casse de l'apprentissage. Nous voulons conserver dans nos lycées les options utiles pour assurer à tous les jeunes les connaissances leur permettant de définir par eux-mêmes leur avenir professionnel. Ce n'est pas au patronat de décider de quel emploi il a besoin. Nous crions notre colère contre les bas salaires et la précarité, organisée dans les entreprises locales, notamment dans l'agroalimentaire, le commerce et les services. À Lannion, pour la 3e fois depuis le rachat d'Alcatel par Nokia, un nouveau plan de suppression d'emplois vient d'être annoncé, alors que le précédent n'était pas terminé. Ce ne sont pas moins de 460 nouveaux licenciés chez Alcatel, alors que Nokia n'a aucune difficulté financière. En effet, le groupe vient de distribuer 1,8 milliard d'euros aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions en 2018, après 1,8 milliard en 2017 et 4,4 milliards d'euros en 2016. Nokia veut encore augmenter sa rentabilité en poursuivant les délocalisations vers les pays low cost. Le groupe, obsédé par la masse salariale, supprime des emplois en France, alors même que les services installés en Hongrie et ailleurs se révèlent incapables d'absorber la charge de travail qui leur a été transférée lors du précédent plan. Ces licenciements en France et dans d'autres pays européens n'ont pour seul objectif que de générer toujours plus de profits et de dividendes pour les actionnaires. Encore eux. Nous refusons de subir toujours plus de contraintes professionnelles, de faire par exemple des heures supplémentaires imposées quand d'autres sont au chômage forcé. Nous nous insurgeons contre les mauvaises conditions de travail, contre la répression syndicale, contre la liquidation des droits collectifs des salariés à travers la remise en cause des instances du personnel, le CE, le CHSCT, le CAP, CT. Nous ne sommes pas disposés à accepter toutes ces inégalités. Gouvernement et patronat sont restés sourds et sont responsables de la crise actuelle. Ce ne sont pas les 10,3 milliards annoncés par leur gouvernement en réponse au mouvement des Gilets jaunes qui répondront aux urgences sociales. D'ailleurs, les 10,3 milliards, à y regarder plus près, ils n'existent pas. Ces 3,9 milliards proviennent d'une taxe non mise en place, celle sur les carburants. 2,5 milliards de primes d'activité qui sont anticipées, puisque cette mesure était déjà prévue en 2020. 2,4 milliards d'heures sup défiscalisées et désocialisées, avec toutes les conséquences sur le budget de la Sécu. Et 1,5 milliard dû au gel de la CSG sur les pensions de retraite inférieures à 2 000 euros.
L'annonce de la revalorisation du SMIC de 100 € par mois est donc une arnaque. En réalité, cette augmentation est calculée en moyenne pour un salarié à temps complet qui cumulerait SMIC et prime d'activité. C'est une prestation sociale financée par le budget de l'État, donc par l'impôt, et versée par les caisses d'allocation familiale. Elle n'est donc pas prise en compte dans le calcul des retraites et ne coûte rien au patronat. D'ailleurs, celui-ci, bien silencieux et discret. Il faut dire que ses souhaits cette année encore sont comblés. Par conséquent, il est totalement fallacieux de prétendre que tous les salariés au SMIC seront augmentés de 100 €. Alors exigeons un SMIC brut de 1 800 € dès maintenant. Une revalorisation immédiate du SMIC brut de 300 € est une impérieuse nécessité. Une étude récente de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion a établi que pour qu'une personne puisse vivre de manière digne, en faisant face à tous ses besoins élémentaires et en ayant aussi un accès à la culture et à la santé, il lui fallait 1 400 € de pouvoir d'achat par mois. Ceux qui s'opposent à la revalorisation du SMIC arguent de son impact négatif sur la compétitivité sous prétexte que le coût du travail serait trop élevé. Cela ne correspond pas à la réalité. Le vrai problème de l'économie française tient à un coût du capital trop élevé, c'est-à-dire à une rémunération des actionnaires. Distribution de dividendes en premier lieu, qui se fait au détriment de l'investissement, des créations d'emplois et du développement de la qualification des salariés. En réalité, l'une des vraies faiblesses structurelles de l'économie française, en plus du fait de la mainmise au grand patronat sur l'économie, est principalement financière, tient plutôt à la faiblesse de la rémunération de très nombreux salariés et à l'importance de la précarité. Multiplication des contrats à durée déterminée. Intérim. Temps partiel contraint. Cela se traduit notamment par la faiblesse de la consommation des ménages qui n'ont plus rien à dépenser, une fois qu'ils ont fait face à leurs dépenses contraintes. Logement, alimentation, dépenses de chauffage, essence. C'est pourquoi une revalorisation massive des salaires est indispensable, ce qui passe d'abord par une vraie augmentation du SMIC. Que dire maintenant de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires ? Cette mesure est une aberration économique. Dans un pays qui compte plus de 9% de chômeurs, et où le taux de chômage n'est jamais descendu depuis le milieu des années 80 sous la barre des 7%. Elle consiste à demander aux salariés de travailler plus que la durée légale au lieu de créer des emplois et par conséquent de faire baisser le chômage. Elle offre un prétexte aux employeurs pour refuser des augmentations de salaire aux salariés qui permettraient d'augmenter la consommation, d'augmenter la croissance et d'apporter des ressources nouvelles à la protection sociale. Et comme le montrent les premières remontées des négociations salariales dans les entreprises, il est fort probable que, comme après la mise en place de 2007, cette mesure se substitue aux augmentations de salaire, aux créations d'emplois et accentue l'intensification de la dégradation des conditions de travail. Pour rappel, la loi El Khomri a permis de baisser le taux de majoration des heures supplémentaires de 25% à 10% au minimum, si un accord collectif le prévoit et que cette mesure a été renforcée par les ordonnances de travail de Macron. Enfin, en octobre, les fiches de paye ont affiché une hausse de salaire du fait de la suppression de la cotisation salariale chômage et maladie. Cette mesure visant à améliorer notre pouvoir d'achat en épargnant encore une fois le patronat, mais en plombant les dépenses de l'État, aura des conséquences sur l'assurance chômage, sur les capacités de l'assurance maladie à rembourser nos dépenses de santé. Rappelons que selon l'enquête sur les conditions de vie de l'INSEE, de l'enquête de santé et de protection sociale, près d'un Français sur trois dit avoir renoncé à un soin dans l'année pour raisons financières. Pour inverser toutes ces mesures visant à favoriser les premiers de cordée, il y a des solutions. Augmenter les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux. Appliquer un SMIC brut à 1 800 €. Préserver les régimes de retraite avec l'esprit de solidarité intergénérationnelle et de répartition. Augmenter le nombre de tranches d'imposition pour rendre l'impôt plus juste et plus progressif. Établir une justice fiscale entre les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises et les entreprises du CAC 40 et les GAFA qui ne versent quasiment rien dans les caisses de l'État. Supprimer la TVA sur les
produits de première nécessité. Supprimer le CICE pour les entreprises, car cela n'a pas créé d'emplois. Lutter contre la fraude fiscale de manière plus coercitive en saisissant les fraudeurs. Réinstaurer l'ISF, orienter les capitaux vers l'industrialisation de notre pays, et chez nous diversifier l'outil industriel pour sortir de la spécialisation de notre département dans l'agroalimentaire et les services. Orienter aussi les capitaux vers l'investissement dans les services publics en créant une banque publique indépendante des marchés capitalistes. Appliquer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Assurer une transition écologique juste et solidaire. Instaurer un revenu minimum décent pour tous, notamment pour les personnes les plus fragiles, handicapées, malades, retraités, hors du dispositif contributif. Tout ceci dans un contexte de respect des libertés publiques, telles que le droit de manifester, comme aujourd'hui, remis en cause par le gouvernement actuel. Soyons maintenant capables de mettre la pression sur ce gouvernement et aussi sur le patronat et le MEDEF, qui est le centre principal du pouvoir. Considérons que cette mobilisation rassembleuse n'est que le début d'une dynamique enclenchée sur le pays. Car nous le disons, des convergences ont lieu partout. Et cela est possible. Fixons-nous pour ce printemps l'objectif de faire reculer la misère et la pauvreté. Tous ensemble, élargissons le rapport de force et gagnons des droits nouveaux. Merci. Bravo. Donc, prochaine intervention, Johan, pour les lycéens.